Cette semaine, à votre bulletin d'information locale et régionale InfoCam, TVCK lancera à l'automne une série de 12 émissions sur le projet de chantier communautaire au Honduras. Également, nous parlerons de la visite du premier ministre du Canada, Stephen Harper, à Rivière-du-Loup. Nous parlerons aussi avec la directrice générale du Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière du nouvel horaire prévu pour l'année 2013-2014. Et finalement, on parle de la campagne de financement annuelle du Centre d'art de Kamouraska. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information locale et régionale InfoCam. TVCK vous annonce la production d'une série d'émissions, une toute nouvelle émission qui sera réalisée à l'automne dans le cadre du chantier de travail communautaire qui aura lieu au Honduras. C'est une collaboration avec Projection 1635 et le Carrefour Jeunesse Emploi. Marie-Ève Dionne, coordonnatrice du projet, moi-même et quelques participants vous en disent davantage dans le prochain reportage. Marie-Ève, d'abord, expliquez-nous qu'est-ce que le projet Esperanza? Le projet Esperanza, c'est un projet d'intégration socio-professionnelle qui comporte un stage de 3 semaines au Honduras. Qu'est-ce que ça va apporter, à votre avis, aux participants qui font le projet? Je crois que ça va leur apporter beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance en soi. Je crois que ça va leur apporter vraiment le pouvoir de dépasser leurs limites, les limites personnelles que souvent ils se mettent, des barrières. Donc, je crois que ça va leur permettre de dépasser ça. Je crois que ça va vraiment aussi remettre en question leurs valeurs, leurs choix d'avenir. Puis, ça va... Moi, je suis convaincue, en fait, que ça va pouvoir les amener à réintégrer là, une formation scolaire ou encore le marché de l'emploi. Et c'est une première pour Projection 1635 d'envoyer des gens à l'étranger. Qu'est-ce que ça demande comme préparation? Bien, c'est certain que ça demande une préparation qui est différente qu'un projet comme les ébénistes ou les maraîchers du cœur. Ça demande toute une logistique au niveau là, du voyage, là, les papiers, les certificats de naissance, les cartes d'assurance maladie, les passeports, donc tout ça. Mais ça demande aussi là, toute une logistique au niveau préparation aux maladies tropicales, préparation à la vie communautaire intensive aussi. On va tout le monde être ensemble, quasiment du 24 heures sur 24. Donc ça aussi, là, ça demande vraiment des efforts au niveau de la dynamique de groupe. Ça demande évidemment d'apprendre l'espagnol. Donc c'est principalement ça, mais ça demande aussi, je dirais, au niveau des activités de financement. Habituellement, les argents étaient disponibles, on n'avait pas à en chercher. Là, les participants doivent participer à des campagnes de financement. Ça aussi, c'est différent. Puis au niveau de la dynamique de groupe, bien, c'est certain qu'on fait beaucoup d'activités ensemble. On fait de la mise en forme, on fait des ateliers, on fait différentes activités, des campagnes de financement. Donc oui, on met vraiment l'accent là-dessus. TVCK participe à un projet de nouvelle émission qui va être diffusée à l'automne. D'abord, expliquez-nous quel est ce concept d'émission. C'est un concept d'émission qui s'était déjà fait en Beauce avec le CGE de la Beauce et la télévision communautaire là-bas. Donc, on a eu des rencontres également avec Projection 1635 ici, mais également avec le CGE de la Beauce, ceux qui ont participé à ça. Question de savoir est-ce qu'on embarque ou pas. Donc, l'émission, c'est vraiment sur un chantier de travail au Honduras. On va suivre les participants. Donc, André Laforêt sera les yeux de TVCK pour une série de 12 émissions qui sera diffusée à l'automne 2013. Pouvez-vous nous dire quelques thèmes qui seront exploités? Oui, évidemment, le choc culturel, la vie en famille, le départ du Québec vers le Honduras. Donc, plusieurs thèmes comme ça très intéressants qui seront abordés au cours des 12 émissions. Ça demande beaucoup de préparation, évidemment, notamment de la préparation financière, côté budget. Qui est-ce qui participe jusqu'à maintenant financièrement au projet? Au niveau financier, on a les partenaires comme Camille Dumais, Ville-Saint-Pascal aussi s'est impliqué, et également Aliments Asta, mais on est encore à la recherche de commanditaires pour ce projet-là, qui est quand même d'une bonne valeur de 60 000 $ à peu près et plus. Et comment c'est divisé par rapport à TVCK et Projection 1635? Bien, en fait, au niveau des commanditaires, on cherche ensemble 7 000 $ de commanditaires. Quel sera le territoire de diffusion de ces émissions? Bien, quand on parle de partenaires financiers, on leur offre une visibilité qui s'étend à l'ensemble de presque 5 MRC. Donc, au Kamouraska, Témiscouata, les Basques, Rivière-du-Loup et une partie de l'Îlet. Donc, Annick, toi, tu es un des participants qui va partir au Honduras. D'abord, dis-nous, quelle est ta plus grande excitation par rapport à ce voyage? C'est le trip de partir. C'est
du nouveau. C'est un projet qui demande pas mal. C'est aller voir ailleurs comment que ça se passe. Qu'est-ce que tu penses apprendre avec ce projet-là? C'est apprendre à avoir plus confiance en moi. Puis après le voyage, qu'est-ce que tu penses où est-ce que tu penses que ça va t'amener? Moi, je pense que je vais retourner à l'école. J'ai lâché l'école de bonheur quand j'étais jeune. Donc, Marie-Josée, toi aussi, tu es une participante du projet du Honduras. Qu'est-ce que tu penses aller chercher en faisant ce genre de voyage-là? Bien, moi, je pense que, franchement, c'est une nouvelle expérience de vie. Voir les autres coutumes, comment ils vivent là-bas. C'est une découverte de voir un autre pays, puis je suis curieuse de voir le paysage, les animaux, puis tous les gens. Ouais, j'ai hâte. Penses-tu que cette expérience-là va te changer? Oui, bien, certaines valeurs, tu sais, quand tu chiales pour n'importe quoi, là-bas, ça va me comprendre que on est capable de vivre avec moins d'affaires, tu sais. Il y a un ordinateur full, mais, tu sais, un ordinateur full équipe, puis tout, là, tout équipé. Bien, là-bas, bien, ils vivent avec rien. Et qu'est-ce que ça te fait d'être suivi par une télévision? Bien, moi, j'aime ça, la caméra. Je suis à l'aise, puis ça va bien, là. La caméra, je suis ouverte à ça, puis j'ai pas de problème. Ben, moi, je m'appelle Jimmy Després, j'ai 21 ans, j'habite à Saint-Onésime. Je suis venu dans le projet parce que j'avais besoin de rebâtir ma confiance. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie en 2012, 2013. Ça a commencé mal, mais là, ça reprend un peu du poil de la bête. Puis j'ai entendu parler du projet Esperanza. Fait que je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance. Puis j'ai été accepté dans le groupe. Et qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es suivi un peu dans tous les ateliers par des caméras? Au début, c'était stressant. Je voyais ça comme un boulet. Mais là, plus que le temps avance, moins que je m'aperçois qu'il est là, puis qu'il filme, puis que ça c'est comme rendu une habitude d'une personne, là, de plus. Donc, toi aussi, tu es une participante du projet Esperanza. Qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter, ce projet-là? Beaucoup de confiance. Je suis quelqu'un qui manque de confiance. Donc, là-bas, je n'aurai pas le choix d'avoir confiance en moi puis de me dépasser. C'est surtout un projet pour se dépasser. Donc, je vais le vivre à fond puis je vais me dépasser. C'est mon but premier. Puis, découvrir une nouvelle culture, là, ça va être la deuxième point fort. Là. Et après le projet, qu'est-ce que tu penses faire? Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu aimerais? Oui, je veux retourner en formation préposée aux bénéficiaires. Mais je voulais, avant de rentrer dans un métier, je voulais vivre une dernière chose. Puis en même temps, ce projet-là, en plus d'être une super de belle expérience, ça va m'apporter des bonnes choses pour moi. Donc, je suis bien contente. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être suivi par des caméras quand même presque tout au long du projet? J'ai été mal à l'aise la première semaine, je vais t'avouer. Puis après ça, tu fais, bon, regarde, elle n'est plus là. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Puis là, regarde, je la vois plus. Elle est beau être devant moi, c'est plus grave. Ça me stresse plus, j'ai plus la petite palpitation de la caméra, là. De la grande visite était de passage du côté de Rivière-du-Loup la semaine dernière où l'on accueillait chez Premier Tech le premier ministre du Canada, Stephen Harper. Le premier ministre donc a annoncé une contribution financière remboursable destinée à Premier Tech qui servira à soutenir ses efforts d'innovation et de commercialisation de ses nouveaux produits ainsi que de la création d'emplois dans la région. Il était accompagné par Denis Lebel, ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Par ailleurs, les regroupements de personnes dénonçant la nouvelle réforme de l'assurance-emploi attendaient de pied ferme le premier ministre afin de démontrer leur insatisfaction. Un vent de renouveau souffle sur le Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ce sera l'occasion en 2013-2014 de faire découvrir aux élèves un tout nouvel horaire et des concentrations sportives, également des concentrations au niveau culturel. Pour nous en parler, on discute avec la directrice générale du Collège, Mme Martine Dubé. Vous annoncez du côté du Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière un certain renouveau pour l'année 2013-2014. À quoi se résume ce renouveau? Beaucoup de choses. Alors, un nouveau collège de Sainte-Anne en 2013-2014. D'abord, un nouvel horaire de cours sur 10 jours et un horaire de cours totalement différent qui va permettre l'après-midi à nos élèves de vivre, de s'inscrire à des concentrations ou encore à des programmes sport. À quoi se résume cet horaire plus précisément? En fait, à la dernière période de l'après-midi, pour ce qui est des programmes sport, les élèves n'auront jamais la dernière période de cours de l'après-midi, celle de 13h30.
OK? En termes clairs, ils finissent l'école pour eux à 13h30 et vont pratiquer leur discipline préférée au niveau des programmes sport. Alors, il y en a 6 disciplines. Et pour eux, bien, c'est 3 heures consécutives chaque jour. Alors, c'est 15 heures par semaine pendant 30 semaines, donc c'est 450 heures dans l'année. Pour les élèves qui choisissent une concentration, d'ailleurs, tout le monde, l'école est finie à 3h moins 20, tout le monde va finir l'école. À 3h moins 20, il y aura des concentrations qui vont débuter pour les élèves qui en feront le choix. Elles sont variées, ces concentrations. Pour les élèves qui n'en choisiront pas, il y a des périodes de devoirs intégrées à l'horaire et supervisées par notre personnel, des périodes d'études pour les élèves du 2e cycle, de la récupération gratuite aussi pour tous nos élèves qui en ont besoin. Ceux qui veulent faire des activités culturelles, j'ai envie de dire, qui demandent moins de temps, la belle offre va être là encore. Des activités sportives gratuites aussi. Alors, l'embarras du choix, vraiment, dans la période, si vous avez la dernière plage du jour, là, de 3h moins 20 jusqu'à 4h au premier départ de l'autobus. Maintenant, il y a un deuxième départ à 17h30 pour tous les élèves inscrits aux concentrations et au programme sport pourront bénéficier d'un transport gratuit, je souligne, un transport gratuit pour tous ceux qui sont inscrits au programme sport et en concentration, soit vers Saint-Pascal ou Montmagny, qu'on dessert, bien sûr, quotidiennement. Donc, M. Ouellet, pour l'implantation des nouveaux programmes que Martine Dubé nous a présentés plus tôt, ça prend des sous et la Fondation Bouchard a voulu s'impliquer. De quelle façon? Donc, la Fondation Bouchard investit un montant de 150 000 montant global pour aider l'implantation des différents programmes. Parce que pour le collège, ça va leur coûter des achats d'équipements comme le golf, simulateur et toutes les concentrations et les programmes sport. Donc, le collège, la Fondation plutôt, investit 150 000 et par la suite, pour les 3 prochaines années, la Fondation investit un montant de 30 000 additionnels pour de l'aide aux parents parce que il se que les parents, ça leur coûte les frais de scolarité de base, mais leurs jeunes qui veulent s'inscrire à ces différents programmes-là, ça va des coûts additionnels pour eux. Donc, il y a un montant de 30 000 par année que la Fondation investit de l'aide directe aux parents pour encourager leurs jeunes à s'inscrire justement à ces différents programmes. Madame Lévesque, pour rendre accessible aux parents et aux enfants, surtout les programmes dont Mme Martine Dubé nous a parlé, ça prend des sous, ça prend de l'aide. Vous avez donc, au niveau de l'Amicale, créé un nouveau fonds. Parlez-nous de ce nouveau fonds. Oui, bien, ce nouveau fonds-là, en fait, vient s'ajouter au fonds d'études Charles-François Pinchot qui existait déjà. C'est entre 100 et 140 000 par année qui est investi. C'est un fonds qui existe depuis un bon moment déjà. Et on investit ce montant-là pour aider les familles à envoyer leurs enfants désireux de venir étudier au Collège Sainte-Anne. Mais on se dit, c'est pas suffisant des fois. Il y a des familles qui vivent ponctuellement des problématiques financières importantes, une séparation, un divorce, un déménagement, une grève, le chômage qui arrive, une maladie, peu importe. Et on ne voulait pas se priver de ces enfants-là, de ces étudiants-là, et on veut aider les familles le plus possible. Donc, même s'ils ont une bourse d'études qui leur a été accordée parce qu'il y a des critères à respecter et qu'ils ne peuvent pas avoir plus que ça, nous autres, on vient supplémenter ça. Alors, si, par contre, là, on vient juste de l'implanter. Alors, c'est une initiative de l'Amicale qui s'est déroulée à l'automne dernier. C'est un des membres du conseil d'administration qui nous a fait la proposition, ce que les membres du conseil ont trouvé comme excellente idée. Alors là, on l'a implanté dernièrement et on a eu 5 000 d'un ancien élève du collège qui nous a fait don de 5 000. Alors, le fonds Pinchot est venu ajouter 5 000 aussi. Et dans la prochaine revue de l'Union amicale du mois de mai, on va faire une demande générale à nos anciens qui sont toujours très généreux habituellement. Alors, on entend souvent dire à un ancien, « Moi, j'ai été aidé. Alors, pourquoi? C'est à mon tour maintenant de pouvoir aider. » Alors, on s'attend là, à faire profiter ce fonds-là. On l'espère du moins, mais on est presque assuré qu'on va pouvoir aider les familles encore très, très longtemps. La semaine dernière, la comédienne Ève Landry était de passage au Cégep de la Pocatière pour donner une conférence dans le cadre du cours donné par Joanie Ouellet qui s'intitule « Communication publique, 4e cours de français de la formation générale ». Étant devenue cette année une révélation pour le public québécois grâce à la très populaire série télévisée Unité 9, dans laquelle elle tient le rôle de Jeanne Biron, Ève Landry est venue parler de son parcours personnel, de ses expériences professionnelles ainsi que de l'importance d'une communication efficace dans son métier. De mai à octobre prochain aura lieu pour le Centre d'art de Kamouraska la première campagne de financement annuelle. Pour en savoir davantage sur le sujet, nous avons rencontré Mme Ève Simard, directrice du Centre d'art de Kamouraska.
Premièrement, l'objectif de la campagne, c'est 20 000 $. C'est un objectif qu'on s'est fixé pour la première année. On verra pour les années d'ensuite si on majeure le tout. On prévoit bien sûr la sollicitation active de donateurs, recrutement de nouveaux membres aussi, évidemment. Mais surtout, c'est qu'on a 5 activités bénéfices qui sont un petit peu originales quand même, où on propose à la population une nouvelle façon d'aborder l'art, la culture, toujours dans notre mission de rendre l'art accessible à tout le monde et que les gens se sentent interpellés par nos activités ici. Quelles sont ces activités-là et quand est-ce qu'elles auront lieu? Ça va commencer au mois de mai avec l'ouverture de la saison ici. Nous, on ouvre le 3 mai. Et on a au printemps une première exposition qui s'appelle « Elle » et donc qui porte sur la femme. Autant la femme artiste que la femme muse, donc la femme dans l'art. On a de la peinture, sculpture, photographie, tout ça qui célèbre la femme. Et pendant la fin de semaine de la Fête des mères, première activité bénéfice, on va avoir d'abord un concept de visite guidée qui est assez inusité. Je ne veux pas trop dévoiler de choses là-dessus, mais ça va inclure les mères et leurs enfants. Et ça va être suivi de la projection du documentaire « Crée-moi, crée-moi pas » de la comédienne Geneviève Rioux, qui a joué entre autres dans Les Invasions barbares, documentaire sur les mères artistes. Et donc, on aura un service de halte garderie sur place. Là. Vraiment, on permet aux mères et à leurs enfants de s'approprier le centre d'art pour cette activité bénéfice-là. Ensuite de ça, en juin, on va avoir notre cocktail « L'art en bouche ». Là, on va inviter des chefs à faire des bouchées inspirées des œuvres qui sont exposées ici. Donc, vraiment, là, on va avoir l'impression de manger ce qui est exposé. Encore là, on a une nouvelle approche. On va avoir en juillet une navette, ce qu'on appelle navette et 5 à 7, c'est-à-dire que nous, pendant la rencontre photographique, il va y avoir des expositions de photographie ici au Centre d'art, mais il y en a aussi dans 8 municipalités de la région du Kamouraska, des expositions extérieures, donc dans des parcs municipaux, des sentiers, tout ça. En août, septembre, octobre, on a une exposition sur l'enfance, donc il y a la moitié, en fait, de notre Centre d'art où les expositions vont s'adresser aux enfants d'âge primaire, mais aussi même pour les tout-petits. Là. Il y a une œuvre, entre autres, qui s'adresse précisément pour les 5 ans et moins. Et puis l'autre portion va s'adresser à ce moment-là pour un public plus adulte. Et on propose un pique-nique dans nos salles d'exposition, les couvertures par terre, les nappes, croissants, tout ça. Dimanche matin, on pique-nique au Centre d'art. Puis on va terminer avec notre grosse activité bénéfice qui va être un encan cet automne. Le 20 000 $ qui sera amassé, il servira à quoi exactement? Il va servir à couvrir les frais de fonctionnement. Nous, on réussit à obtenir des fonds publics et quand même une bonne portion de commandites aussi pour des projets particuliers. Pour la rencontre photographique, je pense à Matière et Mémoire, l'année passée, notre exposition sur la céramique, qui a été soutenue par la SODEC et par le Conseil des arts et des lettres du Québec aussi. Mais au niveau du fonctionnement, c'est plus difficile. On a la municipalité de Kamouraska, heureusement, qui nous octroie une subvention de fonctionnement, mais avec les développements qui se sont faits au fil du temps, les besoins au niveau d'employés, au niveau des dépenses générales, ont beaucoup augmenté. Donc, à ce moment-là, on veut augmenter la part de revenus privés aussi, revenus privés autonomes. Est-ce que c'est la première fois que les expositions du Centre d'art se retrouvent à l'extérieur du centre, s'étendent sur un plus grand territoire? Bien, c'est sûr que nous, depuis 2009, on essaie d'un petit peu On a entamé une restructuration premièrement en 2009. Là. Il y a eu tout le changement de l'appellation. C'était l'ancien palais de justice avant. C'est devenu le Centre d'art de Kamouraska. Changement au niveau de la mission aussi, vraiment se positionner comme un centre de diffusion des arts visuels, des métiers d'art. Et dans notre mission, on s'est vraiment donné comme mandat de décloisonner un peu les pratiques artistiques, de faire en sorte que les gens se sentent vraiment interpellés par ce qu'on expose ici. Donc, il y a cette volonté de faire des activités hors les murs. Donc, on a fait des conférences ailleurs, des ateliers. L'année passée, on a eu une petite exposition itinérante qui s'est promenée dans 4 municipalités. Mais de cette ampleur-là, oui, c'est la première fois qu'il va y avoir autant d'activités. La Maison des jeunes de Saint-Pascal est très active dans son milieu et pour en savoir davantage sur les différentes activités qui s'en viennent, nous avons parlé avec Marie-Pierre Gagnon, responsable des activités de la Maison des jeunes, et également avec une étudiante qui fréquente la maison depuis presque 5 ans. Ça doit faire maintenant bientôt 28 ans qu'on est créé ici. Une Maison des jeunes, finalement, le premier but, c'est un lieu pour les jeunes de 12 à 17 ans dans un but aussi de rendre les jeunes autonomes, critiques et responsables par des actions concrètes. Donc, on les implique dans différents activités de financement, le conseil d'administration de jeunes, où est-ce que les jeunes peuvent prendre décision de leur activité, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur milieu, parce que la Maison des jeunes, c'est un milieu pour les jeunes. Donc, nous autres, les intervenants, on les encadre dans ces actions-là. Puis, c'est un milieu sans consommation, alcool et drogue, et des habitudes de vie, bien sûr, qui s'appliquent
en termes de comportement, respect. On trouve ça vraiment important entre le jeune et l'intervenant de se respecter. Vous disiez qu'il y a plusieurs activités. Quelles sont-elles? Présentement, on a été au Canadien de Montréal le 2 mars 2013 contre les Pingouins de Pittsburgh. Vraiment belle activité. Qu'est-ce qui s'en vient durant la semaine de relâche? C'est notre période où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'activités parce qu'on sait que les jeunes sont en congé. Donc, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On en profite pour avoir le plus de jeunes possible, pour les monopoliser ici à la Maison des jeunes. Le mercredi, on fait toujours un tournoi de jeux vidéo, ping-pong et billard. Le jeudi, on fait une activité cuisine. Finalement, on en fait une fois par mois durant l'année scolaire. Puis là, on en fait une durant la semaine de relâche. Et le vendredi, on va au village vacances Valcartier. Pour terminer ça en beauté, on fait une grosse nuit vidéo, donc on ne dort pas, on écoute des films avec les jeunes. Fait qu'on a une belle programmation qui s'en vient. Puis il y a aussi notre voyage à New York, où est-ce que je commence à travailler fort là-dessus après la semaine de relâche, où est-ce qu'on va entamer les campagnes de financement. Il va y avoir 11 jeunes avec nous autres pour ce voyage-là. Puis il y a 3 autres maisons de jeunes qui viennent, entre autres là, la Pocatière, Saint-Gabriel-de-Rimouski et Rimouski. Donc ça va être vraiment un beau voyage pour cet été. Par rapport aux activités plus régulières, maintenant, il y a également l'aide aux devoirs? Oui, l'aide aux devoirs, c'est un projet maintenant qu'on a depuis septembre 2008. Ça fait bientôt 5 ans qu'on fait ce projet-là. On en fait le mercredi et le jeudi de 15h15 à 17h. Pour faire un topo bref, finalement, on offre une collation aux jeunes, une petite collation santé avant de commencer les devoirs. Par la suite, on fait la période de devoirs qui est d'à peu près 45 minutes à 1 heure à peu près, pour poursuivre avec une période ludique pour les récompenser de leur bon travail pour leurs devoirs. Puis on a l'aide bien sûr de 2 personnes super géniales, 2 professeurs retraités, Mme Céline Langlais et Mme Monique Pelletier, qui nous aident éventuellement pour ce projet-là depuis 4 ans et 2 ans respectivement. On les remercie toujours. Puis il y a aussi un projet que je veux parler, Service Jeunesse La Travée. Finalement, c'est une coopérative qui est gérée durant l'été par une personne, un coordonnateur, mais durant l'année scolaire, c'est la Maison des jeunes qui s'en occupe. Finalement, on a une banque de jeunes qui s'offrent finalement faire des différents menus de travaux, pour travailler, se faire de l'argent, c'est rémunéré. Fait que le monde de la population de Saint-Pascal, les environs, peuvent appeler à la Maison des jeunes et demander à un jeune pour des menus de travaux. Donc, pelleter, ça peut être du raclage de feuilles à l'automne. Donc, Jessica, toi, tu es une habituée de la Maison des jeunes de Saint-Pascal. Dis-nous, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette maison-là? Pour moi, la Maison des jeunes, c'est un endroit de divertissement et d'épanouissement. C'est un endroit où nous pouvons sortir de la réalité de tous les jours, c'est-à-dire du cadre familial et scolaire, pour nous retrouver en gang. C'est une place où nous pouvons parler de nos problèmes en tout temps avec les intervenants et intervenantes, et ce, en toute confidence. C'est un endroit pour nous faire valoir en tant que personne, au niveau de nos talents, capacités, forces et faiblesses. Ce lieu nous aide à nous faire évoluer, à nous faire prendre des prises de conscience, à nous améliorer dans notre cheminement et à trouver notre place. De plus, diverses activités sont offertes. Le transport collectif du Kamouraska gagne en popularité. D'ailleurs, des panneaux d'affichage ont maintenant été installés aux différents points d'arrêt. Pour en savoir davantage sur le transport collectif du Kamouraska, nous avons rencontré Mme Mylène Soucy, directrice générale de Transat. Qu'est-ce que c'est que le transport collectif du Kamouraska? Le transport collectif, c'est un transport qui a été implanté, une initiative finalement de la MRC de Kamouraska, qui en 2010 a décidé d'offrir à la population, soit aux 17 municipalités de la MRC, un transport en commun, disons, à heure fixe, à trajet fixe, pour desservir la population en général. C'est supporté par qui, ce transport collectif-là? La MRC a demandé à déléguer Transat, service de transport adapté et collectif, pour effectuer cette route-là, la mise en place de leur transport. Donc, Transat, nous, on est un organisme de transport au départ. On a inséré à notre transport adapté le transport collectif, dont celui dont on va parler aujourd'hui, justement. Comment est le fonctionnement au quotidien du transport collectif? Transport collectif, on roule 5 jours semaine, soit du lundi au vendredi, à 4 fréquences par jour. Donc, on a des départs à heure fixe. Vitement comme ça, on part de Saint-Pascal à 9h30 le matin, tous les matins, du lundi au vendredi. C'est une route qui dure 40 minutes. On se rend jusqu'au centre commercial à la Pocatière, en passant par différents points d'arrêt tout le long en s'en allant. Donc, ça, on a ça à 9h30 de Saint-Pascal vers la Pocatière. Puis, à midi, on repart de la Pocatière vers Saint-Pascal.
Il y a un autre départ de Saint-Pascal à 1h30 et un dernier départ de la Pocatière vers Saint-Pascal à 16h30 à tous les jours. Donc, ça nous permet d'arrêter à différents points d'arrêt. Les gens n'ont pas besoin de réserver à l'avance. C'est un transport que, bon, on est sur le long du chemin, puis on fait signe au chauffeur. À ce moment-là, le chauffeur arrête. C'est un transport qui était à prix modique. On parle de 3 $ pour la route au complet. Donc, c'est quand même très, très abordable au niveau du prix aussi. Vous l'avez dit, ça fait presque 3 ans que c'est en marche, ce transport collectif-là. Est-ce que la demande est grandissante? Oui, là, ça va bien. C'est sûr qu'il fallait un petit peu faire notre place, se faire connaître. Ce qui manquait, tout ça, bon, bien sûr, c'est d'en parler, la promotion, puis tout ça. Puis cette année, ce qui est de nouveau, finalement, dans tout ça, c'est qu'on a fait installer des panneaux aires d'attente, qu'on appelle, donc pour identifier nos points d'arrêt. En tout et partout, on a à peu près une trentaine de panneaux aires d'attente. Je te dirais que depuis 6 mois, oui, c'est plus connu, les gens laissaient. Ceux qui laissaient rembarquent, fait que ça, c'est bien. Des nouvelles personnes, cette année, il y a aussi des étudiants qui adhèrent à ce transport-là. Beaucoup pour aller passer une journée soit vers Saint-Pascal ou la Pocatière pour du magasinage, des rendez-vous médicaux. Au niveau des investissements financiers, est-ce qu'il y a eu de l'aide apportée à Transapt? Oui, on est subventionné en partie par le ministère des Transports, soit le MTQ qui, eux, ont comme dans l'obligation d'injecter des sous pour que les MRC offrent ce service-là aux populations. Bien entendu aussi, il y a une contribution financière qui nous provient de la MRC. Spécifiquement qui au niveau du pacte rural aussi. J'espère que le ministère du Transport va continuer à développer ces services-là parce qu'on sent quand même qu'il y a une certaine clientèle à qui on fait plaisir. Voilà ce qui termine votre bulletin d'information locale et régionale InfoCam pour cette semaine. Pour des informations, des questions ou des commentaires, consultez notre site au www.tvck.org. Part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportage par téléphone, le 418 492 2711, par télécopieur, le 418 492 7498, par courriel à presse@tvck.org et par Internet, le www.tvck.org. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 418 492 3515.